On vous entend. Bonjour Clémence, bonjour Florian. Bonjour Karim. Bonjour. Alors, je vais juste fermer. Donc, on est réunis pour un webinaire sur la cobotique dans le cadre de notre partenariat avec Webikeo. Bonjour à tous. On a quelques participants qui sont là. Je vais juste basculer l'affichage. Donnez-moi 2 petites secondes. Ah oui, c'est bien. Voilà, donc l'idée ce matin, c'est qu'on va essayer de faire un format un peu différent peut-être des webinaires traditionnels. Ce que je vous avais proposé et ce qu'on propose à nos participants aujourd'hui, c'est d'avoir plutôt une conversation avec un fil conducteur autour de la cobotique et d'essayer de comprendre un peu quels sont les challenges et comment on peut résoudre tous les challenges qu'il y a autour de l'installation, de l'intégration de Kobo quand on est une PME industrielle ou quand on est éventuellement un grand groupe industriel. Alors, bienvenue à tous. On peut peut-être commencer par des présentations. Clémence, Florian, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire un petit peu ce que fait Tesseract Solutions? Oui. Moi, Florian Dordain, donc je suis cofondateur de la société Tesseract Solutions. Donc pour les participants du webinaire, je ne sais pas si vous le savez, mais il existe une cinquantaine de langages différents pour programmer les bras robots. Et Tesseract Solutions, elle propose d'unifier tous ces langages, pour n'avoir qu'un seul langage, un seul logiciel pour programmer plusieurs types de bras robots et plusieurs marques. Voilà, et donc moi je suis Ok. Clémence, je suis co-gérante avec Florian sur Tesseract Solutions et je gère toute la partie commerciale. Vous êtes une start-up. Alors moi, Dieu sait si je suis un petit peu allergique à tout ce qui tourne autour du monde de la start-up. Je ne vais pas me faire beaucoup d'amis en disant ça, mais pour le coup, je trouve que votre approche à vous, elle est différente et par rapport à ce qu'on peut voir dans le monde de la tech aujourd'hui, vous apportez quelque chose qui est relativement intéressant puisque votre promesse, votre mission, c'est de vulgariser, c'est de faciliter l'intégration des cobots et c'est de rendre le truc le plus facile possible. Donc c'est un peu l'objectif de Tesseract. Vous existez depuis combien de temps? On existe depuis décembre 2017. Décembre 2017, donc vous êtes une toute jeune entreprise. Et vous venez de réussir une première levée de fonds pour financer. Et je crois savoir que vous avez aussi déjà de belles références dans vos premiers clients. Voilà, donc on ne va pas les citer, mais c'est plutôt prometteur pour la suite. Donc on a affaire à deux experts de la cobotique et ce qu'on voudrait aujourd'hui, si je peux me permettre un petit peu de vous donner un fil conducteur, moi j'aimerais qu'on commence par réintroduire la notion de cobotique. Qu'est-ce que c'est que la cobotique? Quelle est la différence avec la robotique? Est-ce qu'on peut dans quel contexte on utilise ce genre de technologie ou de concept? Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer, nous réintroduire un peu cette notion de cobotique? Oui. Alors les cobots, tout simplement, ça va être, ils vont avoir les mêmes articulations, les mêmes mouvements que les robots standards. La différence, c'est qu'ils peuvent travailler au voisinage d'opérateurs ou de techniciens sans barrière matérielle ou sans barrière immatérielle. Les barrières immatérielles, c'est des capteurs qui vont venir détecter si quelqu'un a passé la main ou si quelqu'un est entré dans une zone et ça va arrêter le robot. Donc le Kobo, lui, il n'a pas besoin de ça. Le Kobo, c'est un robot qui va fonctionner et s'il a un contact avec un objet ou une personne, il va le détecter, il va s'arrêter. Donc on a plusieurs types d'applications. On sépare souvent la cobotique en deux grandes familles, donc la collaboration partielle et la collaboration totale. Donc on va parler de collaboration partielle quand le robot va travailler sur une pièce indépendamment de l'opérateur. Donc le robot et l'opérateur ne travaillent pas en même temps sur la pièce. Et par contre, on va parler de collaboration totale quand le robot et l'opérateur travaillent sur la même pièce et en même temps. Ah, on t'entend pas. Réactive. Oui, vous m'entendez là? Ouais, ça va mieux, j'avais désactivé le son. Ce que j'entends ici, c'est que en gros, le Kobo va s'intégrer de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus facile dans une chaîne de production ou dans
par exemple dans un atelier ou dans un contexte où on a des êtres humains qui travaillent encore, alors que le robot va nécessiter peut-être des installations un peu plus complexes avec la mise en place de normes de sécurité et donc du coup plus cher et plus compliqué à installer dans la plupart des cas. C'est ça ? Oui, c'est ça. C'est plus compliqué à installer un robot dans le sens où il y a plus de travaux d'infrastructure. On doit mettre des grillages, on doit déterminer une zone. Donc on a un encombrement qui est plus, on a un espace qui va être plus important sur un robot que sur un cobo. D'accord. Alors moi, quand je vous avais rencontré la toute première fois, on avait discuté ça. Moi, j'avais une vision très limitée de ce que pouvait être le champ d'intervention des cobots. Aujourd'hui, c'est quoi pour vous les cas d'usage les plus intéressants? Je sais que on parle beaucoup de la production, de l'automatisation, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'automatisation de la production, il y a aussi beaucoup d'autres cas d'usage qui peuvent être intéressants dans des entreprises industrielles. Vous pouvez nous en citer quelques-uns? Oui, on a par exemple sur une ligne de production de voitures, on a On vous entend moins bien d'un seul coup. Et là? Ouais, ça va mieux, ouais. Rapprochez-vous un petit peu. Mieux. Pas plus fort. Donc je disais, on a par exemple un client dans l'automobile qui a posé 2 robots qui viennent tenir un écrou en fait sous le châssis d'une voiture pendant que l'opérateur va visser le boulon qui est au-dessus. Donc ça paraît tout simple, mais quand la voiture avance, tenir le boulon sous la voiture et visser au-dessus pendant que la voiture avance, pour un homme c'est infaisable. Donc là, c'est un cas d'usage qui est super intéressant parce que ça permet de montrer ce que la cobotique peut faire, que la robotique finalement ne peut pas faire. Il y a un autre use case qui est intéressant. D'ailleurs, il y a des vidéos sur YouTube où le robot est en fait une troisième main, donc il va tenir une carte électronique et l'opérateur va venir souder les composants. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir à souder des composants sur une carte électronique, mais souvent il faut 3 mains, on tient quelque chose, en plus on doit mettre le fil pour souder, etc. Ça devient vite une grosse galère. On est vraiment dans la notion d'assistance, de collaboration avec un opérateur sur la chaîne de production, et c'est là la grande différence avec les robots qu'on peut voir dans pas mal d'industries qui font le travail finalement quasiment tout seuls. On les programme et puis on les laisse travailler. Ok, alors dans les questions aujourd'hui que j'avais envie de vous poser, donc on voit à peu près le champ d'intervention de la cobotique, je vois un peu comment je peux aider mes opérateurs sur la chaîne à peut-être être plus productifs, à se faire moins mal aussi, et il y a certainement aussi la notion d'ergonomie et de bien-être de mes collègues, éviter peut-être qu'ils se plient en quatre justement pour tenir une pièce pendant que l'autre est en mouvement. Donc finalement, ça va aider l'opérateur. Comment on démarre ce type de projet? Alors, par quoi il faut commencer? Si j'y connais rien en cobotique, je ne sais pas à qui m'adresser, je ne sais pas comment démarrer ce projet, quel est le premier réflexe que je devrais avoir avant de me lancer dans l'achat ou dans l'intégration d'un cobo sur ma chaîne? Le premier réflexe, ça va être déjà de définir une équipe. Pour définir un cadre, il faut définir une équipe projet. Alors attention, on distingue bien équipe projet de groupe de travail qui vont intervenir après sur le projet de façon continue. L'équipe projet, c'est une équipe qui va justement déterminer de quoi j'ai besoin aujourd'hui, quelle est ma problématique, à quelle problématique je réponds et je veux répondre avec finalement mon cobo ou mon robot. Qu'est-ce que je cherche à résoudre comme problème? On parlait tout à l'heure justement de TMS, de troubles musculo-squelettiques, etc. Est-ce que c'est ça ma problématique principale? Est-ce que c'est autre chose? L'équipe projet, elle va être là au départ pour définir déjà ces bases-là. Donc dans l'équipe projet, on va mettre quoi? Sur une PMI, une PME, ce qui est important, c'est qu'il y ait le directeur de site qui soit là pour justement comprendre les enjeux aussi pour lui et comprendre justement à quoi je vais répondre avec ça. Lui, il va être là pour cadrer aussi un peu les équipes, pour remettre sur le droit chemin quand il y a besoin, de façon à cadrer et avancer rapidement aussi sur les projets. Ensuite, il faut une personne de la technique, c'est-à-dire quand j'ai une personne de la technique, c'est une personne terrain, les personnes qui ont les mains dans le cambouis, comme dit toujours celles qui sont sur les lignes de prod, qui ont conscience en fait
des problématiques réelles. C'est la personne la plus importante parce que c'est celle qui, au quotidien, en fait, sait les problématiques de ses opérateurs. Ça, c'est la deuxième personne importante. Après, parfois, dans les entreprises, il peut y avoir un ergonome ou un chef de sécurité. Ça, c'est important aussi parce que ces personnes-là, elles sont au fait, justement, des troubles musculo-squelettiques, des problèmes, en fait, physiques de leur opérateur. Et ça, c'est vraiment important. Et ensuite, on va dire que souvent, il faut intégrer des opérateurs, mais pas dès le début. Les opérateurs, ils vont avoir une importance après, justement, sur les groupes de travail. Et c'est pour ça que je distingue bien l'équipe projet et les groupes de travail. Donc, dans l'équipe projet, il y a en général 2-3 personnes maximum, des personnes qui cadrent, un chef de projet, le directeur de site et une personne technique. D'accord. Donc, ces personnes-là, c'est elles qui vont peut-être comment dire, travailler sur aussi une forme de cahier des charges. Comment on démarre ensuite? Une fois que j'ai mon équipe et qu'on s'est mis d'accord sur qui va suivre le projet, donc je vais désigner en interne un chef de projet. Oui. Enfin voilà, moi encore une fois, j'y connais rien en cobotique. Comment je démarre comment j'exprime mes besoins, sachant qu'on n'a pas forcément connaissance de toutes les possibilités et de toutes les subtilités de la technologie. C'est quoi vos conseils pour rédiger peut-être un cahier des charges? Voilà. Ce qui est important, c'est vraiment la problématique de base. Qu'est-ce que je résous en fait? Ça, tu le sais forcément dans ton entreprise, tu sais quelle problématique tu veux résoudre. Et donc voilà, il faut bien déterminer la problématique. Et pour ça, donc, comme tu le disais, il faut rédiger un cahier des charges. Donc après, à voir si on le rédige en interne ou si c'est un intégrateur qui rédige le cahier des charges. En tout cas, si on veut le rédiger en interne, il faut prendre plusieurs paramètres en considération. Tout d'abord, quelle est la ligne qui va être en entrée de ma cellule robotisée. Donc, comment les pièces, finalement, vont arriver au niveau du robot. Et puis ensuite, quelle va être ma ligne en sortie. Donc, comment les pièces vont devoir sortir de la ligne robotisée pour être dans la bonne position pour la machine suivante. Donc, c'est déjà deux questions de base à se poser. Et ensuite, il faut se poser vraiment la question de la pièce. Quelles sont les dimensions de la pièce manipulée? Quel est son poids? Quel est aussi le cycle et comment évolue la pièce dans le cycle? Imaginons qu'on ait deux pièces qu'on va vouloir assembler. Et bien peut-être que durant le cycle, on va prendre une première pièce, une deuxième pièce, et pour prendre la pièce assemblée, il va falloir changer la façon de prendre la pièce. Donc ça, il va falloir le déterminer aussi. Il va falloir aussi décortiquer tout le cycle de production. Et puis, il ne faut pas hésiter à tout chronométrer, à prendre énormément de photos et énormément de vidéos et à ajouter tous ces éléments au cahier des charges. Et puis, ce qui peut être aussi... Donc là on prend des photos et des vidéos, pardon, excuse-moi de t'interrompre, on prend des photos et des vidéos de la chaîne existante telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, avec les différents paramètres en termes de temps, de production, de quantité, etc. C'est ça. Ok. Et puis, ce qui peut être intéressant aussi, c'est si on dispose de ces éléments-là, c'est d'ajouter des plans de la ligne ou des schémas électriques. Ça peut être aussi une bonne façon de compléter sa problématique, voilà, sa demande. Ok, alors je vais juste revenir parce qu'on a une question intéressante là par rapport à l'équipe dans le chat. Alors je sais pas, on peut peut-être y répondre parce que c'est une très bonne question. On sort un peu du film, mais je trouve que c'est intéressant parce que c'est vraiment une bonne question que je me posais aussi. Si on n'intègre pas les opérateurs, finalement ceux qui vont suivre, qui vont travailler avec le Kobo dès le début, est-ce que ça va pas compliquer derrière l'adaptation au changement en fait, parce que ça va quand même changer un certain nombre d'habitudes. Donc attention, donc c'est pour ça que j'ai du mal à m'expliquer. En fait, les opérateurs ont vraiment une place capitale dans la gestion de ce projet. Par contre, c'est pour ça que je distingue bien l'équipe projet et les groupes de travail.
l'équipe projet, c'est les personnes qui prennent les décisions, qui actent, qui vont vraiment rendre quelque part leur rapport aux partenaires qu'ils auront choisis. Les opérateurs, ils sont là bien évidemment pour donner leurs contraintes terrain et de façon à aussi leur montrer que le Kobo va les aider, évidemment l'intégration d'un robot. Donc évidemment, ils ont leur place importante, mais ils arrivent en fait après le cahier des charges. Ils arrivent au moment où on travaille avec un partenaire et à partir du moment où on a choisi son partenaire. Ils n'arrivent pas en amont. Ils ne sont pas là pour rédiger le cahier des charges. Le cahier des charges, c'est des choses très factuelles. Ça, c'est la technique qui s'en occupe. Par contre, évidemment, ça a l'importance après sur les groupes de travail, donc à partir du moment où le partenaire est choisi. Ce que tu veux dire, c'est qu'ils ne vont pas donner des avis sur le type de techno, les coûts, etc., mais ils vont plutôt apporter leurs besoins et voilà, la façon dont ils travaillent aujourd'hui et comment le projet pourrait les aider à travailler plus efficacement et de manière moins risquée, plus sécuritaire, si le projet vise à répondre à ce type de problème. C'est ça, ils amènent leur savoir-faire, leur connaissance terrain qui est indispensable évidemment à l'intégration d'un Kobo. Nous, en tout cas, on les intègre systématiquement à nos discussions. C'est quelque chose d'obligatoire qu'on fait avec tous les clients avec lesquels on travaille. C'est très, très important. Donc c'est pour ça que la question était en effet très importante et il faut y répondre. Ok, donc on revient à notre cahier des charges. On a commencé à travailler ce fameux cahier des charges. On a pris plein de photos, on a défini clairement le besoin. J'imagine qu'à ce niveau-là, si on n'est pas technicien spécialiste, on va vous donner quelques feuilles Word avec au moins le mérite d'avoir mis par écrit nos besoins. Est-ce que là, c'est pas le moment de commencer justement à se faire aider, parce qu'il y a quand même des spécialistes aujourd'hui de la cobotique, il y a des intégrateurs sur le marché, il y en a pas quelques-uns quand même aujourd'hui en France, il commence à y en avoir beaucoup. Est-ce que c'est pas le moment justement d'aller choisir un consultant ou un intégrateur qui peut nous aider à faire les bons choix, en tout cas à poser les choses correctement et gagner du temps aussi en efficacité? Et justement, ma question d'après, c'est avec qui on devrait choisir de travailler? C'est quoi le bon partenaire? Comment on trouve un bon partenaire ou des bons partenaires? Est-ce qu'il n'y en a pas plusieurs d'ailleurs pour ce type de projet? Le bon partenaire, c'est nous. Ouais, mais là tu vas arrêter ton truc commercial. Non, mais je rigole. De manière générale, si je cherche un bon intégrateur, je sais que Tesseract est sûrement un très bon partenaire, mais sur cette phase de cahier des charges, justement, de conception du projet, oui. C'est quoi les critères de manière objective? C'est quoi les critères de choix d'un partenaire enfin voilà, est-ce que c'est un intégrateur d'ailleurs, ou est-ce qu'il faut plutôt peut-être travailler dans un premier temps avec un consultant indépendant, justement, qui va peut-être être plus objectif pour nous aider à choisir les bonnes marques de robots? On sait que les intégrateurs, ils sont peut-être aussi liés à certaines technos, à certaines marques. Et même si c'est pas grave, ça peut peut-être fausser un peu leur jugement. C'est quoi votre avis là-dessus? C'est une question naïve, mais c'est quoi votre avis? Je voudrais juste rebondir sur quelque chose que tu as dit. Effectivement, ça peut être le moment entre finalement la rédaction de sa demande et le moment où on va appeler un intégrateur. On peut effectivement appeler un consultant. D'ailleurs, il y a certaines régions qui aident les PMI, PME qui souhaitent intégrer un premier robot à faire venir un consultant. C'est-à-dire qu'on peut se faire financer cette partie-là de consulting. Je sais qu'en Rhône-Alpes, Auvergne, en Auvergne-Rhône-Alpes, pardon, on a un programme. Alors, je ne sais pas si la cobotique en fait partie, mais il y a des financements qui existent pour ça. Donc, j'imagine que dans toutes les régions de France, il doit y avoir des outils financiers pour ça, quoi. Et qui ne sont pas bien connus. Et c'est vrai que c'est important de le rappeler parce que c'est pas connu en fait. Donc c'est des outils qui peuvent permettre de financer effectivement un consultant qui va faire un diagnostic. Chez nous, ça s'appelle le diagnostic industrie du futur. Dans d'autres régions, ça peut s'appeler aussi le diagnostic croissance, des choses comme ça. Et cette personne, tout simplement, fait un diagnostic, un audit de la ligne où on va installer le robot. Et à la suite de ça, il rédige un rapport d'audit et il peut donner effectivement une liste d'intégrateurs dans la région qui peuvent intégrer le grand robot. Et donc lui, il fait tout un audit, donc il va reprendre le cahier des charges, donc il permet de structurer la demande de façon beaucoup plus pro et de façon à ce que ça convienne bien à l'intégrateur. Et donc oui, cette personne-là, si on n'est vraiment pas habitué, ça peut être une bonne alternative.
Alors justement, il nous aide à choisir. Je profite pour prendre une petite question au vol. Le Kobo, la cobotique est présentée comme un... Donc c'est Gérard qui nous pose cette question. Le Kobo, la cobotique est présentée comme un outil d'amélioration de l'existant, mais n'est-il pas aussi une solution dans la définition de lignes de production dès l'industrialisation des nouveaux produits? Donc si je comprends bien la question de Gérard, c'est est-ce que c'est pas aussi quelque chose qu'on peut intégrer quand on démarre quelque chose de nouveau et quand on crée une ligne de production, par exemple? Si, tout à fait. C'est quelque chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, la cobotique, elle peut permettre des fonctionnalités qui ne sont pas des modalités finalement d'usage qui ne sont pas faisables avec un robot classique. Et donc, quand on veut créer une nouvelle ligne, bah, tout simplement, on peut se servir de ces fonctionnalités pour avoir une ligne de production qui sorte un peu de l'ordinaire et qui soit un peu futuriste. D'accord. On revient à nos partenaires. Donc, j'ai mon cahier des charges. Maintenant, se pose la question de choisir un bon intégrateur dans le marché aujourd'hui des intégrateurs qui sont tous certainement très bons. C'est quoi les qualités que je dois chercher chez mon partenaire, en fait? Est-ce que c'est la taille de la boîte? Est-ce que c'est le nom de la techno? C'est quoi votre conseil pour justement pas se tromper quand on va choisir un partenaire, même si j'imagine que dans l'industrie, les technos aujourd'hui sont grosso modo se valent toutes, en tout cas sont des technos aboutis. C'est quoi vos conseils principaux pour pas se tromper sur l'intégrateur et sur le partenaire? Bah, c'est vrai que souvent ce qu'on remarque nous, avec nos clients, nos prospects, c'est qu'il y a une grosse inquiétude sur... c'est un investissement hein, pour une PMI, pour un PME, c'est évident que c'est un investissement. Donc il y a une inquiétude sur choisir le bon intégrateur. Souvent on fait un amalgame et on se dit je vais prendre un gros intégrateur, comme ça je sais que ça va suivre derrière. Et pour moi, ce n'est pas un bon choix. C'est-à-dire que ça peut être un bon choix, mais ce n'est pas un bon critère en tout cas de décision. Pour moi, il y a 3 points qui sont importants. C'est déjà la flexibilité. Ça pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire que si l'intégrateur ne s'adapte pas à vos contraintes de terrain, aux contraintes de terrain, au fait, par exemple, qu'il n'y ait pas de cahier des charges. Il y a certains intégrateurs qui refusent de prendre des projets parce qu'il n'y a pas de cahier des charges, par exemple. Donc, le fait d'avoir une flexibilité et de choisir quelqu'un qui va s'adapter et qui va accompagner. Ce qui est important pour moi, quand on ne maîtrise pas la cobotique et la robotique, c'est de choisir un intégrateur qui, justement, va accompagner, va conseiller et va mettre la solution efficace en face. Donc, c'est celle qui est vraiment idéale. Donc, il peut y avoir le consultant qui vient déjà, comme disait Florian, qui vient déjà amorcer les choses. Et après, il y a le partenaire qui, évidemment, va lui conseiller. C'est son rôle. Je veux dire, c'est un expert. Donc, il est là pour faire ce métier-là. Donc, la flexibilité, pour moi, elle est importante. C'est vraiment de s'adapter aux contraintes de la PMI, de l'entreprise. Ensuite, il y a le côté sécurité. Parce qu'en fait, on croit souvent qu'un Kobo, c'est facile à mettre en place, on l'intègre, c'est bon, c'est réglé. Ce qu'il ne faut pas oublier, un Kobo, c'est ce que vous avez derrière. Hein, c'est un Kobo. Un Kobo, on dit que c'est collaboratif, mais par contre, parfois, l'outil qui est au bout, lui, n'est pas collaboratif. Et donc, il y a des notions de sécurité qui sont très, très, très importantes. Le Kobo travaille... Si on fait comme disait Florian, il travaille avec l'homme au quotidien, il faut faire attention qu'il ne puisse pas y avoir de choc avec l'homme, que évidemment le Kobo soit bien intégré et que les notions de sécurité soient bien maîtrisées. Et ça, c'est vraiment un critère indispensable. Nous, on met toujours un gros point d'honneur là-dessus sur la sécurité. Il y a des règles, il y a des normes et il faut qu'elles soient respectées. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point qui est très important. Le troisième et le dernier point pour moi, c'est la simplicité. Aujourd'hui, quand on choisit un Kobo, c'est justement pour le côté simple, pour le côté je vais mettre un Kobo, ça va aider mon opérateur au quotidien, ça va l'aider sur sa production, ça va l'aider sur sa ligne. Mais si à côté de ça, il n'est pas capable de programmer lui-même son robot ou il n'est pas capable de gérer son robot, ça ne va pas être simple pour lui, ça va être compliqué. Donc il faut trouver aussi des systèmes où la programmation est intuitive et où la programmation va aider justement l'opérateur et va pouvoir aider l'opérateur au quotidien. D'accord, donc flexibilité, j'ai envie de dire agilité du partenaire, il s'adapte, il se comporte vraiment comme un partenaire et pas comme un vendeur de robots, quoi. Il faut vraiment qu'il accompagne tout au long du projet. Un robot, voilà, c'est prendre tout en considération. D'accord. Donc flexibilité, agilité, simplicité d'utilisation, ça c'était le dernier point que tu as cité, et sécurité, parce qu'effectivement on est dans un contexte industriel avec un certain nombre de normes et d'obligations, et il ne s'agit pas aussi de
de faire n'importe quoi à ce niveau-là et mettre en danger la sécurité des gens qui vont travailler autour de ces machines. Voilà. Ça reste une machine quand même. Hein. Exactement. On n'est pas encore à l'ère de Terminator avec un truc qui réfléchit tout seul. Alors. Ok. Moi, il y a quand même une question. Moi, je suis très attaché à un truc. Alors, mon métier, c'est plus le marketing et le commerce, mais il y a quelque chose qui est important, c'est le retour sur investissement. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'un projet, est-ce que dans les projets que vous avez pu mener, qu'est-ce qu'on peut attendre comme retour sur l'investissement? Et d'abord, avant de parler de ça, d'ailleurs, c'est quoi la fourchette d'investissement sur un Kobo? Je sais que personne n'aime donner des prix, mais un Kobo simple, peut-être c'est une question piège, hein, vous me dites si vous n'avez pas envie de répondre, mais ça coûte combien un Kobo à installer? Grosso modo, on est sur des budgets, quel ordre de grandeur de budget? C'est des... Ça dépend. Ça dépend du projet. Après, aujourd'hui, une fourchette, un Kobo simple avec une pince, voilà, c'est tout. Hein. Là, on a le Kobo, on a la pince, il attrape une pièce d'un point A, il la met, il la prend dans un bac, par exemple, et il la dépose dans un autre bac. Pour une application comme ça, on est aux alentours des 80 000 euros. D'accord. Et ça, c'est à mettre en comparaison avec l'installation d'un robot plus complexe où là, on dépasse largement ce type d'investissement. Ça dépend, mais après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que là, on parle d'un budget simple. Attention, ça dépend aussi de ce que le partenaire va inclure dans son prix aussi. C'est d'ailleurs une notion que j'ai oubliée, mais qui est très importante. C'est que quand vous faites des comparatifs de devis, parce que ça, on a souvent eu la question, c'est pas parce que quelqu'un est plus cher en bout de ligne, c'est parce que peut-être il intègre plus de choses dans son devis. Et il faut faire très attention à ça, à bien comparer ce qui est comparable et à bien regarder ce qu'intègre l'intégrateur dans son devis. Est-ce qu'il intègre la sécurité? Est-ce que c'est lui qui va certifier le robot? Qu'est-ce qu'il intègre dedans? Est-ce qu'il forme les opérateurs? Est-ce qu'il ne les forme pas? Pour éviter d'avoir des mauvaises surprises d'avenant derrière, en fait, finalement. Donc, il faut vraiment bien prendre ça en compte dans les prix, finalement. Là, c'est un prix comme ça moyen qu'on a. Mais évidemment, ça peut monter comme baisser, ça dépend de l'application, de l'espace, ça dépend de tellement de choses. Et alors justement, par rapport à cet investissement, qu'est-ce qu'on attend comme retour derrière? Est-ce que vous avez des exemples où justement on a rentabilisé ça? Combien de temps ça prend? Là encore, ça va dépendre effectivement des situations, mais qu'est-ce qu'on peut attendre comme retour sur investissement de ce type de projet? Le cas qu'on peut peut-être prendre, c'est que nous, ce qu'on fait, c'est que nos clients, quand on leur rend une offre, on fait toujours un calcul de ROI pour éviter de leur remettre une offre qui ne serait pas rentable. On préfère dire à nos clients, finalement, prenez plutôt un robot si le Kobo n'est pas rentable. Donc, je pense que le meilleur exemple, c'est de prendre le cas d'un client récent. Donc déjà, il faut savoir qu'avec la cobotique, on ne peut pas calculer la ROI de la même façon que on le ferait sur un robot. Ça veut dire que, premièrement, la robotique collaborative, on entend qu'on garde l'opérateur sur le poste. Donc on entend bien que il ne s'agit pas de supprimer des postes. La robotique classique, c'est pas forcément le cas non plus, mais c'est un peu plus le cas. On fait notre retour sur investissement sur des postes qu'on va gagner. Qu'on peut supprimer et complètement enlever de la chaîne. Voilà, c'est ça. Donc, sur un Kobo, c'est pas le cas. Ensuite, le Kobo est forcément plus lent, puisque il peut avoir des contacts avec l'être humain. Donc, pareil, là encore une fois, on ne parle pas d'augmentation de cadence. Par contre, là, on va avoir des retours sur investissement, c'est si on a des troubles musculo-squelettiques, des maladies professionnelles. Donc, ça engendre pas mal de gaspillage de pertes. D'arrêt maladie, d'arrêt travail, d'arrêt maladie, absentéisme, etc. Et par exemple, dans le cas de notre client, donc l'opérateur devait porter une charge de 25 kg, disons plusieurs fois par jour. C'était même à une cadence qui était assez élevée. C'est énorme. Donc à la fin de la journée, l'opérateur avait soulevé l'équivalent de 15 tonnes.
En termes de maladies professionnelles, le client avait constamment de l'absentéisme, des arrêts maladie et des maladies professionnelles qui se déclaraient. Et quand on a fait le calcul de retour sur investissement, on s'est rendu compte que le robot était rentable en 2 ans. D'accord. C'est quand même, Ce qui est intéressant en termes de c'est quand durée même d'amortissement, c'est quand même plutôt C'est ce qu'on plutôt bien. régulièrement, c'est on dit Ok. il faut que ce soit rentabilisé sur 2 ans maximum de toute façon. Donc c'est pour ça que nous, on a intégré aussi notre calcul de ROI, parce que parfois c'est pas toujours fait. Et Sur cette durée. quand on arrive avec un budget conséquent, il faut quand même expliquer aussi de quelle manière c'est rentabilisé, quoi. Et souvent les TMS, les maladies professionnelles, TMS, c'est des coûts qu'on oublie. Mais il y a une étude qui est parue début de cette année, je crois, qui disait que les TMS coûtaient un 13e mois à l'entreprise. Donc, ça vaut le coup de se pencher dessus. Eh ben, justement, ça me fait un beau lien avec la question. J'ai vu, je remonte le fil des questions. J'ai vu une question de Karine Daniela, pardon, qui nous disait: avez-vous des cas de figure où la cobotique a été rejetée? Peut-être qu'on annonce un 13e mois, ça passe peut-être mieux du coup, non? J'ai vu la question. Par les opérateurs. Est-ce que vous avez vu des cas où les opérateurs n'ont pas voulu, quand on leur a amené les cobots, travailler avec? Ça vous est déjà arrivé? Non, parce qu'en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est si tu les intègres pas au groupe de travail, là, ça va être rejeté, c'est clair. Tu arrives avec ton robot, tu l'installes, la personne ne sait pas ce que c'est évident que là, c'est rejeté. Et nous, comme on intègre systématiquement les opérateurs à nos discussions et au groupe de travail, c'est leur projet, c'est leur bébé, on leur fait même donner un nom au robot, etc. Donc il y a quelque chose qui se crée avec ça, qui fait que non, bien au contraire, c'est accepté et ils attendent qu'une chose, c'est que ce soit installé à chaque fois. Ouais, pour leur faciliter aussi, j'imagine, la vie et leur travail au quotidien. C'est ça. Alors, merci pour ces infos. On a aussi deux autres questions. Alors, je vous avoue qu'il y en a une que j'ai pas bien compris. Alors, je ne sais pas si c'est une question. Nous pouvons parler du MIP pour un Kobo simple. Peut-être que vous allez mieux savoir ce que c'est que le MIP que moi. Oui, c'est une marque de Kobo français. D'accord. C'est des gens qu'on connaît bien. Alors, oui, MIP, on peut en parler. C'est vrai que nous, jusque-là, on a parlé des Kobo, on va dire un peu plus, connus, type les Kobo Fanuc, par exemple, comme le Kobo qui est derrière, les Kobo verts. Les Kobo MIP, donc c'est des Kobo qui sont français et qui vont disposer de 4 axes. C'est globalement la différence qui va être faite avec les Kobo standards, c'est que sur les Kobo standards, on a 6 axes, donc c'est l'équivalent d'un bras, on va dire, d'un bras humain, donc on a 6 degrés de liberté, et aussi. Lui, le Kobo MIP, il a que 4 degrés de liberté, 4 mouvements possibles. Après, en termes d'intégration, globalement, c'est assez classique. Aussi. Hein. On est peut-être un peu en dessous du prix que j'ai donné précédemment, parce que évidemment, comme on retire 2 axes, le prix du robot est moins cher, etc. Et voilà. Et après, au-delà de la marque, c'est surtout trouver le robot, le Kobo qui va correspondre finalement aux besoins et à ce qu'on veut obtenir. Et donc, j'imagine que chacun va avoir aussi peut-être ses avantages, ses inconvénients. On avait une autre question autour des histoires de certification. Est-ce qu'il faut obtenir une certification par un organisme tiers, par un organisme extérieur comme DECRA ou ce genre d'organisme? Est-ce que c'est quelque chose qui est obligatoire quand on... C'est une bonne question. Donc là, je vais rentrer un peu plus dans le technique. Mais disons que l'intégrateur, quand il livre son bras robot, il a 2 façons de le livrer. C'est-à-dire que si le bras robot est posé sur une ligne existante et que le robot ne peut pas, que le Kobo ne peut pas fonctionner seul, il va faire ce qu'on appelle une intégration en quasi-machine. Ça veut dire qu'il livre une notice de montage, il livre une notice un manuel opérateur, et puis lui, pénalement, il est engagé sur rien du tout, puisque c'est une quasi-machine. Donc c'est à vous de certifier la ligne une fois que le Kobo est monté. De certifier que la ligne est toujours en sécurité une fois que le Kobo est monté. Maintenant, si le Kobo est livré avec un convoyeur,
Et donc là, imaginons qu'on retire le convoyeur de la ligne et qu'on ait une alimentation, par exemple, humaine, on ait des cartons convoyeurs de façon manuelle. Là, ça devient une machine parce que le robot plus convoyeur, l'ensemble peut fonctionner seul. Et donc là, il y a une certification CE qui est déposée par l'intégrateur. Et donc l'intégrateur certifie la sécurité de la machine. Et là, il est engagé, pénalement parlant, il est engagé. Donc il faut bien faire attention à ce que l'intégrateur livre avec la certification machine. On peut savoir si l'intégrateur livre avec la certification machine ou quasi-machine, parce que la quasi-machine ne nécessite pas de plaque CE. Donc c'est une petite plaque qui est sur l'armoire du robot qui dit que la machine est certifiée. Si l'intégrateur ne livre pas la machine avec cette plaque-là, ça veut dire que lui n'est pas engagé. Donc vous devez certifier la sécurité de vos lignes seulement si vous intégrez des quasi-machines. Si vous intégrez des machines, dans ce cadre-là, vous pouvez engager ou consulter un organisme de contrôle pour vérifier que le travail de l'intégrateur a bien été fait, etc. Mais pénalement, s'il y a un accident, c'est la responsabilité de l'intégrateur. D'accord, ok. Merci pour cette réponse. Et puis, alors, je ne sais pas si on pourra le faire. Florian, tu as cité une étude sur les TMS. Si tu peux nous retrouver ça, on mettra ça en lien dans le replay du webinaire. Si jamais tu peux retrouver cette étude sur le TMS, je pense que ça pourra intéresser en tout cas Karine Daniela qui a posé la question. Le Kobo est-il un objet connecté? C'est une question de Gérard. Alors, non. Non. En réalité, c'est comme c'est un robot classique. Comme je l'ai dit au début, la seule différence, c'est qu'il peut détecter les contacts avec un être humain ou un objet. Le robot connecté, c'est différent. Là, on ajoute à un module quelque chose qui nous permet de remonter les informations du robot. Et donc, de base, le Kobo n'est pas connecté. De base, c'est pas une caractéristique. On le connecte en ajoutant une fonctionnalité. Voilà, il faut rajouter un élément dans son entreprise pour pouvoir le connecter en quelque sorte. Ok, je crois qu'on a d'autres questions. Je regarde un petit peu les questions qu'on a oubliées. Son contrôle commande, c'est toujours Gérard. Son contrôle commande permet-il la communication avec des périphériques? Je crois que c'est un peu ce que tu viens de dire. A priori, il ne communique pas. Oui, alors si la baie du robot permet de communiquer avec d'autres périphériques. Ça, c'est prévu de base, mais c'est aussi prévu dans les robots. Dans les robots, on peut le faire aussi. D'accord. Donc on a la possibilité de commande, on a des entrées-sorties déjà de base dans le robot, puis après on ajoute la technologie qu'on veut pour le faire communiquer avec les interfaces ou les récepteurs avec qui on veut communiquer. Ok. Alors, un peu en guise de conclusion, on a parlé un peu du ROI, on a parlé un petit peu de l'équipe projet, du cahier des charges, on a vu un petit peu comment choisir un bon partenaire, quels sont les critères importants. Quels sont un peu les freins, les leviers? Je crois qu'on a eu deux, trois questions là sur l'acceptation du changement par les opérateurs. Quels sont aujourd'hui les freins ou les choses qui peuvent au contraire faciliter l'intégration de Kobo dans une entreprise industrielle? Et ça sera un peu notre conclusion. Alors moi je dirais que je peux peut-être commencer par les freins, comme ça on finira sur une note positive. Sur une note positive. Alors les freins, c'est les Kobo, comme je l'ai dit, pour être en sécurité, ils ont une cadence qui est limitée. Donc il faut que notre cadence de production soit compatible avec le Kobo. Donc ça peut être effectivement un frein dans le sens où
c'est pas un Kobo, c'est pas quelque chose qui va très vite. Il va à la vitesse quasiment de l'être humain. Hein. C'est quelque chose d'assez, on va dire, qui est limité en vitesse pour une raison de sécurité. Donc ça peut être un frein. On avait jusque récemment aussi des limites en charge, mais cette barrière-là est en train de sauter, puisque aujourd'hui on commence à avoir des Kobos qui peuvent porter jusqu'à 35 kg sans problème. Donc vraiment, moi j'ai en tête par rapport au projet qu'on a pu avoir, vraiment les seules frictions qu'on a pu avoir, c'était vraiment des frictions autour de la cadence. Par contre, je dirais que ce qui facilite l'intégration des Kobos, ça va être donc, la première chose, c'est que c'est des robots qui peuvent être intégrés dans un espace qui est assez limité. Donc comme on n'a pas besoin de mettre une enceinte grillagée autour, on peut les intégrer dans un espace. La facilité de l'intégration, c'est ça. C'est l'élément principal. C'est ça. Donc ça peut être facilitateur. Et puis je dirais aussi que le Kobo, moins d'expérience pour avoir intégré les deux, robots et Kobo, je dirais que le Kobo en fait est mieux accepté par les opérateurs que les robots. Parce que le Kobo, il va enlever la tâche pénible. C'est-à-dire qu'il ne supprime pas le poste, il enlève juste la tâche pénible. Il enlève le port de charge. Et donc, il facilite la vie de l'opérateur. Il est vu un petit peu comme un ami, quoi. Il n'est pas vu comme un concurrent qui va prendre le poste. Il est vu vraiment comme un collègue qui va se charger vraiment des tâches pénibles. Et donc, il va permettre de faire évoluer le poste et les responsabilités. Ok. Deux, trois petites questions. On finira avec la question sur vos logiciels, parce que je pense que ça peut intéresser aussi de comprendre comment fonctionne votre proposition. Juste une question de Gérard encore. Quels sont les bons clients pour les Kobos? Pour vous, c'est voilà, un bon client, une bonne situation, c'est quoi? On en a parlé un petit peu au début. Mais... Non, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Ce qui est important, c'est d'avoir une organisation et d'être prêt à accueillir un robot ou un Kobo. Parfois, cette notion, elle n'est pas toujours maîtrisée dans une PMI ou une PME qui n'a jamais intégré un Kobo. Il faut savoir qu'on intègre un Kobo, ça reste un robot, comme on disait tout à l'heure. Donc, il faut être prêt à accueillir ça psychologiquement et prêt en espace aussi, quand même, un petit peu, même si on dit que ça se met dans un espace plus restreint. Donc, après, il n'y a pas de bonne ou mauvaise situation, c'est juste d'avoir une bonne organisation, de bien prendre conscience des enjeux en intégrant un robot et un Kobo, avec une bonne organisation et un intégrateur qui fait son job et qui accompagne. À partir de ce moment-là, tout va bien. Question de Kamel, niveau sécurité, vous confirmez que c'est à 100%. Alors, je ne sais pas si la notion de sécurité 100% existe, mais je crois qu'on a répondu tout à l'heure. Il y a vérifié, en fait, il y a le Kobo en lui-même, effectivement, faire les choix aussi de matériel qui ont fait leurs preuves et qui sont sécures. Mais il y a aussi l'environnement, c'est un peu ce que tu disais Clémence tout à l'heure, comment le Kobo s'intègre et comment on a bien pris en compte la façon dont ça va fonctionner. Par rapport à ça, je réponds un petit peu à votre place là-dessus, mais je crois qu'on avait déjà un peu abordé ce point. Je voudrais juste qu'on prenne les deux dernières minutes qui nous restent. Qu'est-ce que font vos logiciels concrètement? Est-ce que vous pouvez nous présenter? Alors, je sais qu'il y en a un surtout qui est un peu votre principal logiciel aujourd'hui, votre bébé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment, à quoi il sert et comment, qu'est-ce qu'il résout comme problème aujourd'hui? Aujourd'hui, comme je le disais au tout début, chaque marque de bras robot a aussi un langage de programmation. Donc on a une cinquantaine de marques, donc une cinquantaine de langages différents pour programmer des bras. Aujourd'hui, dans une entreprise lambda, on va faire un tiers de robots en FANUC, un tiers de robots en ABB, un tiers en KUKA. Donc ça veut dire qu'un roboticien doit être formé chez trois fabricants et avec 3 logiciels différents, parfois même trois ordinateurs différents, etc. Donc ça, en fait, tout simplement, le client doit dupliquer en 3 quand il a 3 marques, mais parfois il peut en avoir 5, 6. Donc ça veut dire qu'en plus, il doit trouver des personnes qui parlent en gros 5-6 langues couramment.
Donc Caméléon, ce qu'il va proposer, c'est qu'il va proposer finalement de parler. Donc Caméléon, c'est votre logiciel C'est notre principal. logiciel principal. Et donc il va permettre, avec un seul langage, de programmer plusieurs marques de bras robots. Et en plus de ça, il va permettre de le faire sans ligne de code. Ça va être une programmation graphique. On va glisser, déposer des blocs fonctions dans l'interface de programmation. Et puis on va relier ces blocs fonctions et ça va créer une séquence compréhensible par le bras robot. Ce qui est intéressant, c'est que pour un programme, par exemple, on peut programmer un robot UR, un robot FANUC, un robot ABB avec, et on aura le même langage et la même façon de programmer son bras robot. Et c'est du coup très intéressant aussi. Donc ça veut dire que je peux intégrer les PMI qui n'ont pas de personnes en interne qui maîtrisent les langages de programmation. Il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour programmer son robot grâce à un logiciel. C'est-à-dire que l'opérateur, il va pouvoir prendre en main son robot, et c'est ce que je disais tout à l'heure, dans l'idée d'intégrer un robot ou un cobo. Qu'est-ce qu'il y a d'important? C'est que l'opérateur puisse le gérer, son cobo. Et donc nous, notre logiciel, il permet à ce que l'opérateur puisse prendre en main son cobo. Et donc c'est aussi un des critères d'acceptation du changement. Et quand on en parlait tout à l'heure, si je peux moi-même discuter avec mon robot et qu'on parle la même langue, avec mon cobo pour le coup, c'est quand même plus facile que si j'ai un parfait étranger qui ne parle pas la même langue que moi à côté, quoi. Ok. Exactement. Alors, pour toutes les questions sur le logiciel, moi je vais vous renvoyer parce qu'on arrive à la fin de notre webinaire. David posait une question sur la compatibilité. Je pense que Florian et Clémence pourront répondre à tout ça. Je vais redonner le site de Tesseract, tesseract-solution au pluriel.com .fr, pardon, tesseract-solution.fr. On mettra le lien là dans le replay. Vous pouvez aller voir leur site, ils sont à votre disposition pour répondre à toutes ces questions. Moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode d'Industrial Growth. Donc, c'est notre rendez-vous récurrent autour des sujets de l'industrie du futur et de l'industrie de demain. Et je fais un peu de teasing. Le prochain épisode aura lieu normalement dans quelques semaines. Je vous donnerai la date et on parlera d'expérience client dans l'industrie. On va revenir à des thématiques un peu plus classiques. Et je vous donne rendez-vous aussi sur notre groupe Facebook Industrial Growth si vous voulez avoir des infos un peu plus régulières. Merci à Webikeo pour l'organisation et puis je vous souhaite une très très bonne journée à tous. Merci, à bientôt. bonne journée.